Mon invité aujourd'hui, c'est Antoine Wechter, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ici. Vous êtes présent dans les Hautes-Pyrénées, c'est bien sûr dans le cadre de la campagne de la présidentielle. Vous êtes le président du mouvement écologique indépendant. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle, donc c'est une campagne que vous connaissez bien, c'était en 1988, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Alors d'abord, justement, avant de voir pourquoi est-ce que vous êtes venu ici sur le terrain en Bigorre, un mot sur la campagne que mène Eva Joly, que vous soutenez, la candidate Europe Écologie Les Verts. Comment expliquez-vous justement que le mouvement écologiste qui a fait de très bons scores dans les précédentes campagnes électorales a du mal à recueillir un maximum d'adhésion, en tout cas dans les intentions de vote, à 3 semaines du premier tour? Je crois tout d'abord qu'il y a plusieurs explications. La première, c'est que c'est une élection qui est traditionnellement difficile pour les écologistes. Et elle l'est d'autant plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le sentiment que trop souvent, le premier tour se joue comme un second tour, c'est-à-dire que pour l'essentiel, ils sélectionnent les 2 premiers. Et que finalement, les autres sont un peu abandonnés, je dirais, de l'intérêt des électeurs. Ça, c'est une première raison. La seconde raison, sans doute, c'est que depuis 1995, les candidats écologistes qui se succèdent ont du mal à se positionner comme écologistes. Et que, comme on a un électorat qui n'est pas un électorat de gauche, qui n'est pas un électorat de droite, qui est un électorat qui va effectivement sélectionner son vote en fonction des messages qui sont diffusés, dès lors que le candidat ou la candidate ne s'affirme pas pleinement écologiste, eh bien cet électorat a plutôt tendance aujourd'hui à se disperser, on va dire, dans l'abstention, dans le vote Bayrou, voire dans le vote Mélenchon. Selon vous, le fait d'avoir déjà conclu un préaccord avec le Parti Socialiste pour les législatives, c'est un peu faussé justement cette image-là d'un mouvement qui n'est pas affilié à l'une ou l'autre des grandes tendances nationales? Oui, je crois que d'abord que ça a été une erreur. Moi, il me semble que ça a été une erreur. Vous savez que Eva Joly est la candidate désignée à l'occasion d'une primaire, donc c'est la candidate des écologistes qui ont participé à ces primaires. Pour l'essentiel, 3 organisations, Europe Écologie Les Verts, le mouvement écologiste indépendant et Régions et Peuples Solidaires. Nous sommes à peu près tous d'accord pour dire maintenant que ce fut une erreur. Et en tout cas, le mouvement écologiste indépendant l'avait manifesté assez tôt. C'était une erreur d'entrer bien avant les élections législatives dans une négociation qui ne concerne pas l'élection présidentielle, mais qui concerne l'élection législative. Je précise également que l'accord tel qu'il a été conclu est un accord qui lie Europe Écologie et le Parti Socialiste, mais que le mouvement écologiste indépendant, comme d'ailleurs Régions et Peuples Solidaires, ne sont pas partie prenante de cet accord. Alors, les grands arguments justement de cette campagne, parce qu'au final on parle peu d'écologie dans cette campagne présidentielle, malgré justement la présence d'une candidate écologiste avec Eva Joly, le seul élément qui est sorti, c'est justement cette polémique entre cet accord PS Europe Écologie autour des centrales nucléaires. Alors d'abord une question, faut-il arrêter les centrales nucléaires et revenir à la bougie? Ça c'est le cliché qui est véhiculé en général. Et est-ce qu'il n'est pas dommage justement de s'arrêter qu'à cette question qui n'est pas l'élément le plus important dans l'écologie, dans le développement durable dans notre société? Non, vous avez tout à fait raison, on ne résumera sûrement pas l'écologisme à l'antinucléaire. Et je tiens à préciser d'ailleurs que c'est une question qui fait débat. C'est une question qui fait débat parce que nous sommes pris entre 2 mots, le nucléaire et son danger, incontestablement, et ça, le danger ne se résume pas exclusivement à la probabilité d'un accident, c'est l'ensemble de la filière qui pose problème. Mais de l'autre aussi, la dérive climatique, qui exige que l'on réduise notre consommation d'énergie carbonée. À partir de là, certains, ceux qui ont davantage peur de la dérive du climat, seront plutôt favorables au maintien le plus longtemps possible du nucléaire. Ceux qui ont davantage peur, je dirais, des risques que représente le nucléaire, sont favorables à une sortie extrêmement rapide, quitte à utiliser davantage d'énergie fossile. Et la position que nous adoptons est une position intermédiaire. C'est une position, je pense, qui est fondée essentiellement sur le bon sens, à savoir qu'il n'y a pas de solution sans une réduction importante de la consommation d'énergie. Et que l'on peut fermer progressivement les centrales nucléaires au fur et à mesure que l'on a atteint un palier de réduction de la consommation. C'est-à-dire qu'on peut faire aujourd'hui et demain avec le nucléaire ce qu'on a fait auparavant avec les centrales à charbon, avec les mines en fait.
Ben, si vous voulez, le nucléaire il présente les risques que j'ai évoqués, mais il y a aussi des conséquences économiques extrêmement importantes. Il faut tout de même savoir qu'aujourd'hui, l'uranium que nous utilisons, pour l'essentiel, est puisé sur des stocks militaires. La quantité d'uranium disponible à la surface de la planète est une quantité limitée. Et d'ailleurs, on le voit fort bien au niveau des courbes, des coûts de ce combustible, ces coûts se sont envolés. À côté de ça, les centrales qui vieillissent sont des centrales qui demandent de l'investissement pour l'entretien. Par conséquent, il y a un vrai problème économique, je ne suis pas convaincu, et même d'ailleurs à l'époque, certains économistes d'Électricité de France n'en étaient pas convaincus, que l'investissement dans le nucléaire soit l'investissement économiquement le plus intéressant. Mais quoi qu'il en soit, je pense que nous avons intérêt à en sortir, à savoir que nous devons nous donner cet objectif-là, mais en sachant qu'on ne pourrons l'atteindre qu'à la condition de réduire de manière substantielle notre consommation d'électricité. Alors justement, on parlait d'économie parce que c'est aussi un élément important aujourd'hui, même si on a beaucoup parlé de sécurité ou d'insécurité dans l'actualité en France ces dernières semaines et ces derniers jours, c'est plutôt le pouvoir d'achat, le travail qui est au cœur des préoccupations des Français, comment mieux gagner sa vie ou en tout cas faire face à l'augmentation du pouvoir d'achat, des coûts et des prix et pas forcément du pouvoir d'achat, pardon. Est-ce que justement une politique écologiste ou écologique permet aussi de développer l'économie ? Alors, une politique écologiste permet de développer l'économie et l'emploi en particulier. On sait bien que l'un des enjeux auxquels nous avons à faire face, c'est l'économie, effectivement, de chauffage, par exemple, au niveau résidentiel, et donc il y a un vaste programme d'isolation, un vaste programme, je dirais, de mise aux normes énergétiques de notre parc immobilier, et cela, ça demande évidemment énormément de travail. Il est certain aussi que le développement de l'agriculture biologique, il est certain que dans bien des domaines, il va falloir davantage de bras, en réalité, pour répondre. Mais moi, je suis frappé, en réalité, dans cette campagne électorale, par le fait qu'on continue à imaginer des modèles sociaux et économiques sur des bases anciennes, alors que ces bases ont profondément évolué. Et en particulier en ce qui concerne le pouvoir d'achat, je voudrais tout de même rappeler que l'accroissement de notre pouvoir d'achat est lié à deux facteurs. Il est lié bien sûr d'une part à l'industrialisation, mais l'industrialisation elle-même est fondée sur un recours plus important à l'énergie. Ce sont l'ensemble des esclaves mécaniques que nous avons mis en œuvre depuis un demi-siècle qui ont permis de produire davantage et à moindre coût. L'énergie aujourd'hui est en train de s'envoler en termes de coûts et demain, il faudra bien qu'on soit capable de se passer de l'énergie fossile. Il est évident que la production d'électricité coûtera aussi plus cher et par conséquent, c'est déjà un facteur de renchérissement. Second facteur qui a permis de baisser les prix, c'est évidemment l'importation. L'importation à partir de pays émergents où le coût du travail est nettement plus faible. Regardez simplement les étiquettes que nous avons sur nos vêtements. Où sont produits nos ordinateurs, où sont produits nos portables, où sont produits nos appareils photo. Une bonne partie de ce que nous consommons est produit aujourd'hui dans les pays d'Asie, au Maghreb ou dans l'Europe de l'Est. Or, tous ces pays-là, fort légitimement, ont aussi des revendications salariales. Ce qui veut dire que progressivement, nous allons assister à une augmentation des coûts salariaux dans les pays émergents et à partir de là, à une augmentation des prix des produits que nous importons. De plus, remarquons quand même le caractère totalement schizophrène du discours de nos candidats quand ils affirment que d'un côté il faut produire français et que de l'autre ils veulent augmenter le pouvoir d'achat. Autant dire que c'est une contradiction fondamentale, car à partir du moment où on produit français, ça veut dire que le coût de la plupart des produits augmente quasiment de 25 ou de 30%. Sauf à privilégier des circuits courts comme dans l'agriculture, où là on se retrouve avec moins d'intermédiaires, donc on peut se retrouver avec des produits de meilleure qualité pour des prix identiques. Et c'est ce qui est en train notamment de se développer dans le Pyrénées. Là c'est aussi une façon de voir la politique locale de façon écologique. Tout à fait. Alors les circuits courts, ça fait partie d'une stratégie avec de nombreuses facettes. Stratégie pour réduire les coûts de transport et donc les émissions de gaz à effet de serre. Stratégie en effet pour réduire le coût de l'alimentation tout en augmentant sa qualité. On peut produire du bio dans les circuits courts et le diffuser à des prix qui sont compétitifs
en tout cas guère plus cher que les prix de l'agriculture conventionnelle. Quand je vois par exemple que dans les restaurants de Tarbes ou de Lourdes, l'essentiel de la viande qui est diffusée vient d'Allemagne, d'Autriche, de Hollande, mais sûrement pas des Hautes-Pyrénées ou des régions voisines. C'est là une absurdité. Il faut que nous soyons en capacité d'organiser effectivement ces circuits courts, à la fois pour valoriser évidemment le pouvoir d'achat déjà des agriculteurs, pour faire en sorte que cette alimentation puisse être une alimentation de qualité sans hausse des prix, et en même temps, encore une fois, pour réduire les coûts de transport et les émissions de gaz carbonique ou la consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'écologie est compatible avec un développement économique et avec une campagne électorale dans notre société? Moi, j'irais beaucoup plus loin. Je dis qu'aujourd'hui, ce sont les perspectives écologistes qui peuvent créer ou découvrir des fondements durables de l'économie. Car une économie qui est fondée sur des ressources qui ne sont pas renouvelables, sur des ressources dont les prix sont nécessairement, inéluctablement orientés vers la hausse, c'est une économie qui n'est pas tenable. Nous constatons bien aujourd'hui qu'au cours des 10 ou des 20 dernières années, non seulement de toute façon cette logique de croissance qui est voulue par beaucoup de candidats tend à se réduire de manière permanente, hein, c'est-à-dire que nous ne réussissons plus à avoir la croissance que nous avions il y a encore 30 ans. Premier élément. Et second élément, c'est que le coût de production, à travers en particulier cet investissement dans l'énergie ou les matières premières, eh bien, ne va pas cesser d'augmenter. En d'autres termes, nous ne pouvons pas tenir sur ces logiques-là, avec une traduction d'ailleurs immédiate. Hein. Aujourd'hui, les inégalités salariales, par exemple, les inégalités de revenus sont plus importantes qu'elles ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans. Donc ça remet fondamentalement en cause une autre stratégie qui était celle en particulier de la gauche, qui pensait qu'à travers la croissance et à travers les fruits de la croissance, on pouvait réduire les inégalités. La croissance diminue, et d'ailleurs nous souhaitons, nous, que l'on invente un modèle économique qui réponde aux exigences d'emploi, de couverture en termes de ressources essentielles comme le logement ou l'alimentation, sans croissance à la limite, hein. Mais nous constatons bien que cette logique-là, cette logique qui prévoyait que la croissance allait égaliser d'une certaine manière ou tendre vers une égalité des revenus, aujourd'hui est totalement impossible et totalement remise en cause. Merci Antoine Mechter d'avoir été avec nous.